coupleur hérisson. Dans le bâtiment, on parle aussi de manchon ou plus simplement de liaison d'armature. Alors je sais, quand on n'est pas de la maison, l'objet peut sembler anodin. Et pourtant, pour en arriver là, ce fut une longue histoire, une histoire faite de découvertes, de progrès techniques et aussi d'un peu de hasard. Avec un peu d'audace, on pourrait dire que tout a commencé avec les Romains. À l'ombre du Colisée, nos lointains cousins latins concoctaient une étonnante tambouille en mélangeant de la chaux, des argiles, du sable volcanique de Pouzzol et de l'eau. Ils obtenaient du mortier, l'ancêtre du béton. Bon, c'est vrai, la recette s'est ensuite un peu perdue dans les méandres de l'histoire. Mais elle est réapparue quelques siècles plus tard, directement dans la tête d'un certain John Smeaton, un ingénieur britannique. Puis, d'autres ingénieurs vont se charger d'améliorer cette recette. Et aujourd'hui, pour fabriquer du béton, eh bien, il faut du calcaire, de l'argile, une pincée de gypse, là on obtient du ciment, puis on mélange ce ciment avec de l'eau, du sable et du gravier, et là on obtient du béton. Mais revenons au siècle des Lumières, car à cette même époque, dans les hauts fourneaux, c'est une autre cuisine qui se prépare, celle de l'acier, subtil alliage qui, pour quelques grammes de carbone en plus, va renvoyer le fer à la préhistoire, et pour quelques grammes en moins, va reléguer la fonte aux salles de musculation. J'exagère à peine, car ce juste dosage de carbone permet en effet à l'acier d'être beaucoup plus résistant que le fer et beaucoup moins cassant que la fonte, de quoi lui trouver de nombreuses applications, et notamment dans le bâtiment. Bref, vous l'avez compris, à partir de la fin du XVIIIe siècle, béton et acier vont commencer à se croiser sur les chantiers. Se croiser seulement, car pour tout vous dire, au départ, ils vont s'ignorer superbement, et ce, durant des décennies. Pourtant, ces deux-là ont tout pour s'entendre. D'un côté, le béton est plutôt du genre bon marché, résistant à la compression, mais beaucoup moins à la traction. De l'autre, l'acier est très résistant à la compression et à la traction, mais il coûte les yeux de la tête. Vous l'avez compris. En coulant du béton sur un peu d'acier, eh bien, on obtient un matériau résistant à la compression et à la traction et un matériau parfaitement rentable. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, le béton armé vient d'être inventé. Pour les architectes et les ingénieurs, ce nouveau matériau composite est une aubaine. On va pouvoir construire encore plus haut et encore plus grand. Encore faut-il trouver des barres suffisamment longues. Et c'est là le hic. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a qu'à en mettre deux bout à bout. Et pour ne pas perdre de résistance, eh bien, il n'y a qu'à les faire se chevaucher. C'est ce qu'on appelle un recouvrement. Seulement attention, pour que ce recouvrement assure la même résistance que si la barre était d'un seul tenant, eh bien, il faut que la longueur de ce recouvrement soit environ 50 fois plus grande que le diamètre des barres. 30 à 60 fois, pour être tout à fait exact, cela dépend de la résistance du béton que l'on coule autour. Autrement dit, si le diamètre des barres est de 4 cm, eh bien, le recouvrement sera environ de 2 mètres. Tout aurait pu continuer ainsi, dans le meilleur des mondes de béton et d'acier, s'il n'y avait eu ce léger problème d'adhérence. Enfin, léger, le béton, on l'a dit, résiste mal à la traction. Dans une poutre comme celle-ci, au niveau des zones tendues, autrement dit les zones soumises à une force de traction, le béton transmet cet effort à l'armature d'acier. Encore faut-il que les deux matériaux soient parfaitement liés l'un à l'autre. Or, en ce début de XXe siècle, eh bien, les armatures utilisées sont, vous le voyez, parfaitement lisses. Et le béton a donc du mal à s'agripper à cette surface sans relief. Si l'acier ne reprend pas cet effort, le béton, bien incapable de le faire, va commencer à fissurer et ensuite, c'est toute la poutre qui risque de s'effondrer. Pour éviter le pire, on a donc mis au point des barres adhérentes, avec ces verrous, autrement dit, ce relief. Et on a perpétué la tradition des recouvrements avec ces nouvelles barres. La technique a d'ailleurs fait ses preuves et elle est même encore utilisée aujourd'hui sur de nombreux chantiers. Toutes ces barres qui sortent des murs n'attendent en fait qu'un recouvrement. Là encore, on aurait pu en rester là. Mais sur les chantiers, à l'ombre de quelques grues impassibles, et alors que les bétonnières malaxaient sans relâche leur pitance de gravats et de sable sous l'œil bienveillant de quelques placides tractopelles à peine perturbés par le doux ronronnement d'un marteau-piqueur bègue, quelqu'un s'est dit que ça n'allait pas, que la technique pouvait encore être améliorée.
En effet, pour construire un mur, on coule du béton dans un coffrage comme celui-ci sur une armature d'acier. Une fois que le béton a pris, on retire le coffrage, mais pour pouvoir laisser passer les barres nécessaires au recouvrement, eh bien, il faut percer ce coffrage, qui du coup n'est plus réutilisable. Pas pratique, et les maçons sont unanimes, c'est compliqué et long à mettre en œuvre, notamment lors de la construction de gros ouvrages. Pour corriger le tir, on a donc mis au point le manchon, une attache qui permet de fixer deux barres placées bout à bout. Alors il en existe plusieurs sortes, celui-ci, celui-là, ou encore le manchon hérisson. L'avantage, c'est qu'avec un tel dispositif, désormais, une fois le coffrage retiré, il suffit simplement de visser une barre dessus et de poursuivre le chantier. C'est beaucoup plus rapide, les coffrages n'ont plus besoin d'être percés et cette liaison d'armature économise des mètres et des mètres d'acier de recouvrement. Bref, le manchon a du bon et on se demande pourquoi on ne l'a pas inventé plus tôt. Cela dit, c'est vrai que l'outillage n'a rien d'un jeu d'enfant. Pour garantir la même résistance qu'un recouvrement, la pièce doit être plutôt du genre coriace. En effet, on demande à un manchon d'être plus solide que les barres elles-mêmes. Et avant de débarquer sur un chantier, eh bien, chaque nouveau modèle doit subir une batterie de tests impitoyables, une véritable torture. Tenez, le manchon et les deux barres qui le relient sont par exemple placés en traction. De chaque côté, une force de 600 tonnes est exercée, bien plus que dans la réalité. Eh bien, pour passer cet examen avec succès, les barres doivent casser avant le manchon. Et ce n'est pas fini. Même s'il est utilisé dans des régions très calmes, eh bien notre brave manchon doit aussi être capable de supporter la violence d'un séisme. Il est comprimé et détendu d'un seul coup, à plusieurs reprises. On teste également sa résistance à la fatigue en tirant dessus 2 millions de fois de suite. Eh bien, ce n'est qu'après ce long, très long calvaire, qu'un bon manchon obtient le droit d'être coulé dans le béton. Vous l'avez compris, pour s'assurer de la plus grande sûreté, aucune faiblesse n'est tolérée. Encore que, jusqu'à présent, tous les manchons utilisés étaient lisses, comme les barres d'autrefois. Après tout, on pourrait se dire que ces manchons ne représentent que quelques centimètres et que ça ne joue pas beaucoup sur l'adhérence entre le béton et l'acier. Seulement voilà, les bâtiments sont de plus en plus complexes. Ils doivent être toujours plus solides. Dans la structure enchevêtrée des armatures, plusieurs manchons lisses peuvent donc se retrouver côte à côte, ce qui va créer une zone de faiblesse. Pour certains bâtiments, une centrale nucléaire par exemple, ce n'est pas envisageable. Il lui faut une véritable cotte de maille. Eh bien, c'est pour cette raison qu'un nouveau manchon a été mis au point, un manchon qu'on appelle désormais un coupleur, le fameux coupleur hérisson. Avec cette technique, les barres adhérentes sont refoulées, autrement dit, elles sont compressées à l'une de leurs extrémités pour augmenter le diamètre. La densité de matière devenant plus importante, elles sont donc plus résistantes à cet endroit. Puis, elles sont filetées pour pouvoir visser le coupleur. Deux écrous, des frettes, viennent ensuite bloquer les barres de chaque côté de cette nouvelle liaison d'armature. Ainsi, ce coupleur est plus petit, plus léger, mais aussi résistant que les autres manchons. Surtout, avec ce relief, d'où le nom de coupleur hérisson, il est adhérent. Du coup, jamais le béton et l'acier n'ont été aussi intimement liés. Il suffisait juste d'y penser. D'ailleurs, je me demande pourquoi ce n'est pas venu à l'esprit des Romains plus tôt. Ils n'étaient pourtant pas fous.